Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Ce mercredi 31 janvier 2024, on se retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, forcément, et on va commencer par les nouvelles, et notamment une qui vient d'Abracadabra, qui a perdu 6,5 millions de dollars dans un hack de son stablecoin MIM, stablecoin qui était déjà connu pour avoir des pegs lorsqu'il y a eu Terra Luna, et ils avaient augmenté le collatéral pour éviter que ça se reproduise, on était à 200% collatéralisé, ce qui est juste très important pour un stablecoin de ce style-là, et à côté, le DAO a confirmé en effet bien le hack, et a surtout confirmé qu'il mettra en place un système de buy and burn pour compenser ceux qui se sont fait impacter par ce hack. À côté, nous avons une autre nouvelle qui est plutôt positive, qui est au niveau de Solana. Nous avons un nouveau Solana Client qui va arriver, qui s'appelle Agave, qui va être un autre validateur client. Donc Solana commence à avoir une tripotée de clients de validation, ce qui est plutôt positif en termes de décentralisation du code. Et donc ça veut dire qu'en effet, Solana arrive à faire ce que Ethereum avait aussi réussi à faire, c'est essaimer les développeurs de clients de façon à pouvoir avoir une forme de décentralisation aussi dans le développement. À côté, nous avons une bonne nouvelle pour Celestia qui fait un accord avec Starknet pour le déploiement de sa couche de data availability sur toutes les layers 3 de Starknet, ce qui est plutôt positif. Pour les deux, ça veut dire qu'on va avoir une diminution drastique des frais, normalement, sur Starknet grâce à cette solution de modularité que l'on attendait beaucoup pour pouvoir justement avoir une forme de flexibilité, chose qu'on commence à avoir grâce à Celestia, et à d'autres projets qui sont en train d'arriver, notamment j'attends beaucoup Avail, qui est le projet qui à l'origine appartenait à Polygon et qui est sorti de Polygon avec un des cofondateurs en CEO. À côté, nous avons Vitalik Buterin qui parle de l'intelligence artificielle dans le développement de la blockchain, et globalement, il explique que c'est bien, c'est super important. Par contre, il faut faire attention aux risques liés au développement d'une intelligence artificielle pour l'utilisation de la blockchain, parce qu'on pourrait avoir des nouvelles failles qui pourraient être causées à cause, justement, de l'intelligence artificielle, et d'une dérive de l'intelligence artificielle. Encore une fois, il faut toujours faire attention à la surface d'attaque, c'est-à-dire au risque que l'on prend par rapport à l'injection de nouvelles technologies dans une technologie déjà existante, surtout quand on est entièrement décentralisé et que tout le monde a accès au code. Ça veut dire aussi que on aurait des nouvelles manipulations de marché qui apparaîtraient. À côté, nous avons un bon indicateur que la hype est en train de retomber légèrement sur les cryptos, avec l'application Coinbase qui est en train de diminuer dans l'App Store en termes de ranking depuis décembre. Donc ça veut dire que vraiment on a cette hype qui est partie très fort en novembre-décembre, et maintenant on commence à respirer. Ça veut dire aussi que on a un janvier, février, mars certainement qui vont être beaucoup plus sous les auspices de la respiration et de la latéralisation, quelque chose qui est plutôt positif pour BTC et les cryptoactifs pour préparer le bull run de 2024 après le halving. Partie macro, on va regarder le dollar, l'indice dollar, donc qui est la représentation du dollar contre un ensemble de devises, et plus de 50% c'est l'euro, on va pas se cacher. On voit qu'on a eu un très beau rebond, ici on a quand même une très belle phase d'accumulation, un beau break of structure que l'on a eu ici, grâce à cette accélération haussière. On est en train de retracer dans une zone de retest plutôt classique. Ce qu'il va falloir voir, c'est est-ce qu'on va chasser les liquidités qui se trouvent à 104,32, voire potentiellement rebondir sur les 105, mais si on arrive à casser les 105 et qu'on arrive vraiment à repasser au-dessus, à ce moment on aura un signal qui sera plutôt bullish pour l'indice dollar, et donc ça veut dire aussi une pression très forte sur toutes les autres actifs qui dépendent du dollar, et notamment le BTC, bien que je pense que l'impact serait plutôt minime directement. Par contre, à côté, ça sous-entendrait qu'on ait beaucoup de liquidités qui se déversent dans le marché américain, et donc derrière, soit un maintien des hausses de taux, soit une augmentation encore des hausses de taux, ce qui ne serait pas positif. À côté, ce qui est intéressant de voir, c'est de regarder où on en est au niveau du SP500 quand on retire l'impression monétaire. Je vous mets régulièrement ce graphique pour vous montrer vraiment qu'on avait quelque chose qui était très dur, dans lequel, depuis la crise des subprimes, on a eu le Covid, on a eu la crise inflationniste, on n'arrivait pas à casser cette résistance, et ça y est, en monthly, là on va bientôt clôturer le mois, on a bien marqué l'accélération haussière. Ce qui va être intéressant de voir, c'est ce qu'on va avoir un petit pullback pour repartir et bien s'installer sur cette résistance, et repartir pour aller chercher ici le top de la bulle internet, et donc ça voudrait dire deux choses ici. Ça voudrait dire que on aurait bien une accélération très forte des différents indicateurs américains, de la sphère américaine et de l'investissement américain, notamment tourné autour de l'intelligence artificielle, avec une grosse bulle autour de la tech, encore une fois, ça c'était la tech, là on pourrait avoir encore une fois la tech, ce serait tout à fait
classique, et donc là ça voudrait dire qu'on aurait 2-3 ans d'hyper-accélération au niveau de différents indicateurs. Moi ce qui m'intéresserait c'est un petit pullback, juste pour valider bien que ceci devient un support, et ensuite partir en accélération. Là on aura un signal très très fort sur les indices américains, et ça plairait beaucoup au BTC et aux cryptos. Côté BTC, on est toujours dans le moment de sell the news, on a bien eu toute la phase de rumeur très forte, qui est plutôt classique, création de la rumeur avec un fake post qui a eu lieu, validation de la rumeur avec énormément de news qui arrivent, autre fake post juste 2 jours avant qui n'aurait pas dû arriver de la SEC, et ensuite on a ici l'événement Sell the News, donc validation, et ensuite on a une cassure baissière très forte. Et ce qui est intéressant, c'est que la cassure baissière, on parle beaucoup de Grayscale, et moi compris, le fait que Grayscale vende ses positions, enfin c'est pas Grayscale, c'est détenteurs de GBTC vendent leurs positions, et donc forcément il y a une fuite de capitaux au niveau des BTC, mais ça on ne le voit pas sur le marché classique, parce qu'encore une fois c'est effectué en OTC, ce n'est pas effectué en market. Imaginez bien que si on avait eu des achats de plus de 100 000 BTC, on l'aurait vu très fortement au niveau du marché. Là ce n'est pas le cas, la liquidité elle est conservée par Coinbase, et c'est Coinbase entre autres, et plusieurs autres acteurs, mais surtout Coinbase parce que c'est lui qui a le plus de TF à l'heure actuelle, qui s'occupe de faire les transferts de BTC d'une institution à une autre. La question qu'il va falloir se poser, c'est que va-t-il se passer lorsque on aura GBTC qui arrêtera sa vente, et que du coup les transferts de liquidités ne se feront plus de GBTC vers les autres ETF, et resteront bien dans les autres ETF, et donc on aura à ce moment-là une injection de liquidité dans le marché qui n'aura pas lieu par le market classique, mais plus par les OTC et la diminution des BTC disponibles à la vente. Et ça, l'élément déclencheur, pour moi, ça reste encore une fois le halving, qui est un niveau très très important, qui arrivera en avril-mai 2024, on est à 70 jours à peu près, dans tous les cas, ça se rapproche, et ça a toujours été un élément déclencheur de l'accélération haussière et du bull run par la suite. Alors c'est pas du jour au lendemain, mais c'est à partir de ce moment-là où on voit une accélération qui se construit petit à petit dans les mois qui suivent le halving. Moi, ce qui est intéressant de voir, et c'est la question qui va falloir se poser, c'est oui, on a réintégré le range que l'on a eu, mais est-ce que cette réintégration, si on regarde court terme ici, est terminée? Est-ce qu'on va aller chercher les 45 000, ou est-ce que c'est juste un retest pour faire une continuité baissière? Quand on regarde avec un petit peu de recul de ce style-là, et sans retirant cette notion de range que l'on peut voir sur du court terme, on pourrait se dire qu'on est juste ici dans une cassure, validation de la cassure baissière, retest effectif pour une continuité baissière. D'accord? Donc à ce moment-là, on aurait A, B, C, avec une C qui irait entre 1, 1, 1, et voire 1, 618. Bon, on va pas se cacher que déjà si on arrive à 1 et 1, 1, c'est plutôt positif, parce que quand on regarde vraiment court terme sur ce qui se passe, et ce qui s'est passé notamment dans la rupture, ici la prise de liquidité, on n'a pas eu de surréaction du marché. C'est-à-dire que psychologiquement, les personnes sont déjà peu positionnés ou pas positionnés, on n'a pas eu de capitulation de ceux qui étaient ici, qui avaient acheté tout ce range-là, quand ils sont passés en négatif, il n'y a pas eu de capitulation, il n'y a pas eu non plus d'achat massif, d'accord? On n'a pas eu d'hyper-réaction comme on pourrait l'avoir avec une prise de liquidité classique, où juste on fait une mèche, on ravale la mèche, et on part très très vite, qui est plutôt classique sous une forme de manipulation pure de marché, et c'est pour ça que je vous dis que il est fort probable de se retrouver avec un retest, réel, pour avoir une deuxième jambe baissière, même si pour moi cette deuxième jambe baissière risque d'être peut-être même plus courte que la première, c'est-à-dire en termes d'extension réellement, donc avoir quelque chose qui va être peut-être beaucoup moins agressif à la baisse, parce que on voit que on a un maintien du cours, c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir ici capitulé, ça veut dire qu'on a aussi un momentum qui est en train de se construire. Le momentum, il n'est pas super flagrant, quand on regarde notamment le RSI en daily, on voit que on a ici une très belle divergence baissière qui est en train de se mettre en place, qui est en train de s'activer avec la cassure baissière, qui pour moi est représentative de cette cassure, mais potentiellement de la deuxième vague de baisse, mais à côté, on a un volume qui est plutôt bas, on voit bien par l'utilisation de l'application Coinbase que la phase de retail et d'excitation s'est terminée, et pourtant on arrive à réintégrer le range plutôt correctement, avec derrière un rachat de cette mèche-là. Donc là, on a en fait ce qu'on appelle une anomalie de marché, c'est-à-dire qu'on a un marché qui est plutôt baissier, dans lequel on a un driver qui est plutôt baissier, avec un momentum qui est plutôt baissier, avec un événement Sell the News, très peu de volume qui est en train d'arriver, un momentum qui est en divergence, et pourtant à côté, on se retrouve dans un cours qui performe
voire même surperforme. Et ça, c'est plutôt positif, parce que quand on regarde justement Ethereum, il y a eu tout le moment qui est en train de se créer, dans lequel on se dit qu'on veut faire la même chose avec Ethereum, dans le sens où on va avoir la validation potentielle d'un ETF spot Ethereum, blablabla. On se retrouve dans la même dynamique pour essayer de pousser une rumeur pour faire un sell the news sur Ethereum. Ça marche pas forcément bien, voire même beaucoup moins que BTC, et on le voit bien ici dans la surperformance d'Ethereum. On a une petite surperformance, mais dans le mois, en fait, on va rester identique. On n'aura pas bougé, en fait, entre le début et la fin du mois. Ça montre bien que ce sont, en fait, juste des spasmes de marché, mais que la tendance reste toujours la même. On maintient ici un support très important pour Ethereum, en surperformance par rapport à BTC, et au niveau de BTC, on est réintégré dans un range, et on n'a pas cassé des phases de liquidité trop importantes, comme par exemple la rupture vraiment de cette zone-là. Donc pour moi, la dynamique haussière est toujours présente, même si on fait un petit retracement, il faudra juste saisir cette opportunité pour renforcer sur les différents cryptoactifs que l'on souhaite, parce que même si on a un BTC qui est en train de corriger, qui réaccélère ici, mais qui est une phase de correction plutôt classique, on voit que la dominance se maintient, d'accord? On est toujours au-dessus de 50%, on est toujours au-dessus de 51%. Ça veut dire que BTC reste en mode hyper dominance, on n'est pas dans un alt season, même si on a quelques alts qui arrivent à surperformer, on est quand même relativement loin de ce que l'on pourrait avoir. Le dernier point qui est intéressant, c'est de voir l'arrivée des liquidités au niveau du marché. On voit bien que depuis septembre 2023, on a bien un lot qui s'est formé ici, donc ça c'est la représentation de l'ensemble des market cap sur l'ensemble des stablecoins, enfin les principaux stablecoins, pour montrer que oui, on a un afflux liquidité qui a lieu, et que c'est un très bel afflux liquidité, parce que depuis septembre 2023, on a quand même fait une augmentation ici de quasiment 11% en volume total de liquidité présente sur le marché. Et ça, c'est vraiment important, pour moi, ça c'est un élément déclencheur du pré-bull run, dans lequel on voit une injection de liquidité, et cette injection de liquidité ne se reflète pas encore au niveau des cours, et donc ça veut dire que derrière, on pourra avoir une très belle valorisation liée à toute cette partie-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.